13e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales se veut spéciale cette année, répondre aux attentes des populations, promouvoir le consommé local pour faire face à l'insécurité alimentaire. Youssouf Kaba a visité les stands pour nous. Fatou Dioufel nous parlera de ce don de matériel médical au district sanitaire de Darou Marnane, c'est dans la région de Louga. Un appui des fils du terroir vivant en Italie pour contribuer à la prise en charge sanitaire de leurs compatriotes. Nous irons au Mali pour parler de la transition politique. Cheikh Modibo Diarra est nommé Premier ministre. Cet astrophysicien de renommée internationale appelle déjà à la mobilisation pour faire face à la crise. Et nous parlerons politique également. En Égypte, à 5 semaines de la présidentielle, la commission électorale invalide 10 candidatures, dont celle d'Oumar Soleiman, ancien bras droit d'Hosni Moubarak. Les frères musulmans qui ont vu leur candidat exclure ont proposé une autre personnalité. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi que nous aurons le plaisir à développer aux environs de 6h30. Merci de rester avec nous. Rendez-vous est pris, à tout à l'heure. Et là, tout de suite, nous allons découvrir ce que nous ramène aujourd'hui Ramata dans Capital Santé. Je vous disais tout à l'heure que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans Capital Santé aux consultations prénatales et bien sûr aux femmes enceintes, leur relation avec le paludisme. C'est pas très évident, vous allez le voir tout à l'heure. Ramata, bonjour. Bonjour Angélique. Et toujours avec le sourire. Hein? Comment vas-tu? Ça va. Comment ne pas sourire avec toi sur le plateau? Eh bien, disons. Elle m'invite à sourire. Elle t'invite à sourire. Elle ne sait pas que si je souris, tu fais des ravages. Je fais des ravages. Et il confirme en plus, mais il n'est pas sérieux ce garçon. Je te jure. Tu fais des ravages? Mais aujourd'hui, je vais sourire pour toi. Ah oui, mais il faut sourire avec moi sur le plateau. Il n'y a pas le choix avec Ramata. Elle aborde un sujet très important. Très important, qui touche à la santé, certes, des femmes, des enfants, et qui parle de santé, parle également d'éducation. D'éducation, On ne peut pas de développement. On ne peut pas ne pas parler de santé sans parler d'éducation. C'est véritablement le socle de toute société, société équilibrée, développée. On en a besoin. Alors, on comprend pourquoi ce matin, que fait Ramata dans un premier temps. Elle nous invite tout simplement à aller au poste de santé de Pikine. Sur place, il y a beaucoup de consultations prénatales, n'est-ce pas Ramata? Oui, tout à fait, Angélique. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler un peu des consultations prénatales qui constituent vraiment un problème de santé publique, surtout dans la banlieue, puisque justement, il a été remarqué ou reconnu que les femmes enceintes n'allaient pas tout le temps toujours faire leur consultation prénatale comme il se doit. Or, c'est un facteur important pour la prise en charge de la femme enceinte, surtout dans le cas des palus. Donc, si vous n'allez pas en consultation, on ne peut pas savoir si vous avez un palud. Or, quand vous êtes enceinte et que vous avez le palud, ça a des conséquences désastreuses. C'est pour vous ça exposez votre enfant. Voilà, surtout. Avant la femme enceinte, c'est surtout le fœtus. Donc c'est vraiment important aujourd'hui que les femmes comprennent que les consultations prénatales, c'est pas juste pour faire luxueux comme on dit. Voilà. Parce qu'on dit que maintenant, on a tendance à dire que les femmes enceintes, c'est trop de consultations. Avant, une fois ou deux fois. Qui dit ça? Les maris, je suppose. Hein? Moi, je l'assimile un peu à un avion qui doit décoller dans un aéroport. Il part avec des bagages, il part avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'arrête et qu'on fouille un peu les gens qui doivent passer. En fait, vous voyez un peu devant l'aéroport comment on se déshabille, on regarde, parce qu'on ne peut pas partir avec une bombe. Et une femme qui engage un processus de grossesse sans consultation, pour moi, tu pars avec des explosifs que tu ne comprends pas et qui peuvent exploser à tout moment. On ne pouvait pas avoir une meilleure comparaison. Merci, Mas. Il est bon. Mas, tu es bon. Allez, on va aller à Pikine, Ramata. Tout de suite.
Au centre de santé de Pikine, tout un dispositif est mis en place pour prendre en charge les malades atteints de paludisme et c'est de leur entrée à Saint-Dominique, où vous passez automatiquement par la salle de tri pour être orienté et bénéficier au préalable d'un dépistage gratuit et rapide. Si le test est positif, le patient bénéficie automatiquement de prise en charge gratuite s'il s'agit d'un palud simple. Un traitement particulier est accordé aux femmes enceintes, d'où l'importance des consultations prénatales au niveau du poste de santé de Pikine. Or, jusqu'à présent, les femmes enceintes ne se font consulter qu'en cas de maladie ou en cas de problème lors de la grossesse. Rarement, elles vont faire leur suivi normalement. Ce qui est dommage, car en cas de paludisme ou de VIH/SIDA, les conséquences peuvent être désastreuses chez le fœtus. Heureusement, le personnel en place au niveau du poste de santé de Pikine ne cesse de sensibiliser les populations, surtout les femmes, ceci pour un mieux-être des familles. De tenir un bébé entre ses bras. Oui, hein? mignon. Et il faut le préparer avant la naissance. Et comment tu t'y prenais, toi? Ah oui, ça j'adore. Tu as accompagné Au madame. début c'était difficile, ça faisait un peu peur, mais après, plus tu avances, plus les jours passent, plus tu sens que tu en as besoin et qu'il fait partie de toi-même. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est vrai pour les hommes. Ils ont tendance les premiers jours à ne pas toucher au bébé. Oui. Ça, c'est systématique. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est des poltrons. Et après, tu as pitié aussi de sa maman qui tout le temps est là. Et normalement, tu dois te dire, mais pourquoi elle seule? Oui. Un conseil aux parents, Massamba, à ce propos, il faut bien qu'ils accompagnent. Aux époux, devrais-je dire. Et puis, même s'ils ne le disent pas, ils sont en train d'accompagner les épouses. Parce que imagine Angélique, la nuit, quand madame passe toute la nuit à dorloter son bébé, le lendemain, elle peut être véritablement KO. Et là, à un moment donné, le mari est obligé de suivre. Se lever et et de faire quelque chose. Il faut bien, c'est un mari, je dirais même pas un mari, mais un papa modèle. Hein? Un papa modèle. Est-ce que c'est vrai ça, Massamba? Est-ce que c'est pas juste une image que tu veux? Non, c'est vrai parce que moi, ce qui me lie avec les enfants, c'est autre chose. On le voit bien dans l'éducation. En tout cas, on parle là d'éducation tout à l'heure. Je sais que tu perds d'impatience, mais il va falloir encore attendre et suivre avec nous un témoignage, le témoignage d'une femme enceinte. Oui, en fait, on a essayé aussi de rencontrer des personnes, des femmes enceintes au niveau du poste de santé pour avoir un peu leur état d'esprit. C'est vrai que ça n'a pas été très facile parce que bon, on a souvent peur de la caméra et aussi le préjugé culturel, c'est-à-dire aussi une femme enceinte doit pouvoir... Elle doit se cacher. Voilà. Donc là, on a eu un peu de difficulté, mais on a quand même trouvé une femme enceinte qui a vraiment voulu parler et surtout essayer de parler avec les autres femmes du Sénégal pour leur faire comprendre l'importance aujourd'hui des consultations prénatales. Toujours partager les expériences. Voilà. Donc Ramata va nous proposer cet extrait. sama taaw ba tey fii laay defee sama lépp amuñu benn problème su ma ñëwee gis nga tey sax damaa tardé waaye dañ maa jël ne ma toogal jël la jël amuñu benn problème wax dëgg yàlla. man de dinaa koy respecté de waaye bii moom tardé naa ci moom. waaw yow ba nga ñëwee fii ba léegi maanaam ñoom tamit si mbirum si biir bi ak ñoom yan façon jumtuwaay la jox. ñoom di leen ma jox ay garab tamit di leen ma gën a conseillé pour may gën a di tëdd ci sànke di respecter samay rendez-vous tamit surtout ordonnance yi pour ma koy mën a utiliser bu baax. nga ëmb ba pare si biir wala sa doom man fàttali ma ko de nga xam ne du kii daal du metti parce que mënuma dina wax ne duma dal waaye su ma dalee tamit du metti day fekk ne ñoom li ñu may jox yëpp dama koy def li ñu may wax tamit dama koy def moo tax. waaw looy wax jigéen ñi warul nga xam ne dañu war dem consultation. di leen gën a ñaax ñu respecter seen rendez-vous di respecter surtout nag écho yi ñu leen di defloo ak analyse yi lu am importance la parce que léegi-léegi da nga leen dox ñu naan kii bi de écho bi de moom lii wala la fekk boobu or ko du loolu du bëgg a xam yow doom bi nga ëmb loolu yàlla rek ko xam pour xam sa wér-gu-yaram ndax sa doom nu mu tëddee baax na wala lii moo tax ñu leen koy gën a def loolu di leen gën a ñaax daal ma leen di gën a ñaax ñu koy gën a def. Merci. C'est les conseils avisés d'une femme qui a sans doute une expérience qu'elle a voulu généreusement partager avec ses sœurs. Voilà, parce qu'Angélique, tu te rends compte, on est en 2012 et encore il y a des femmes qui pensent que l'échographie, c'est pas un truc à faire quand on est enceinte parce que tout simplement, ils se disent que le médecin veut connaître le sexe de votre enfant, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste pour savoir aussi l'état de santé de l'enfant et éviter de faire vivre à l'enfant
aux futurs bébés de vivre toute une vie avec des malformations aussi. Le médecin se doit de le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le véritable problème, c'est qu'il faut lancer cet appel, et surtout en direction de mes parents du monde rural, que dire que je suis en état de grossesse, c'est pas une fatalité. Ça ne peut rien changer sur le processus de... Ça va aller, parce que ça, c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire aussi de la médecine. Vous savez, les gens, souvent, dans les pays modernes, les gens, à 1 mois ou 2 mois déjà, même de la grossesse, ils sont en train de planifier. Tout à fait. Il y en a même qui, déjà, dès les premiers jours, commencent à faire la valise du bébé. Et ça n'a jamais changé le processus, ça n'a jamais arrêté. Donc il faut que ces dames-là sachent. Voilà, et que c'est cette couche de la population qui est dans le monde rural, en tout cas, qu'ils puissent comprendre que la grossesse, ça s'accompagne. Et le plus tôt est le mieux. Et ce qu'il a dit, c'est important justement. C'est important, oui, mais il faut noter, oui. Parce que justement, le retard est dû à ça pour les consultations prénatales. Justement parce qu'elle se dit que c'est un truc qu'on doit cacher, les gens ne doivent pas savoir. Enfin, même le médecin, oui, par pudeur. Donc elles se sentent obligées de rester à la maison jusqu'à 4 voire 5 mois de grossesse. Ce qui n'est pas à faire. Ce qui peut être préjudiciable et à la maman et à l'enfant également. Donc à éviter. Oui. Et on le verra peut-être dans la deuxième partie que justement ce retard de consultation crée d'énormes problèmes, surtout pour la prise en charge du palu, vu que le Sénégal aujourd'hui est en train de mener une politique vraiment très assidue, voilà, il faut le surtout dire. Pour la femme enceinte et les enfants. Et donc il faut également penser au monde rural, ça se fait, oui, mais sur place, il faut avouer, Massamba, qu'il y a encore du chemin à faire pour l'érection de postes de santé ou de structures sanitaires dignes de ce nom, afin d'accueillir les femmes enceintes et de surveiller l'évolution de leur grossesse. Ce que nous allons surveiller tout de suite. Je pense aussi qu'il faut le dire, les initiatives comme les Badjanogor et les... C'est des initiatives qui étaient bien parties. C'est des initiatives il faut les accompagner. Elles mènent un travail vraiment. Qu'elles continuent à aller dans les maisons et parler avec ces femmes. Il n'y a que ça. Elles en ont besoin parce qu'elles ne comprennent pas. Allez, nous allons essayer de comprendre l'importance du numérique dans le monde scolaire. Vous l'aurez compris, on parle éducation avec Massamba. Les collèges de la banlieue qui se mettent à l'heure du numérique, et oui, ils ont raison, il ne faudrait pas qu'ils restent à la traîne. Quand on reste à la traîne avec aujourd'hui les TIC, on risque de devenir les analphabètes de ce 3e millénaire et ce serait une catastrophe. Massamba ne me dira pas le contraire. Et donc, zoom dans un premier temps sur le CM Chérif Mohamed Khalif Habib Tijani de Pékin. Voilà. Ah, mais décidément, Ramazan nous amène à Pékin, Massamba également. Vous êtes passé le mot, vous êtes passé le mot finalement. Non, mais c'est bien quand même. En fait, il faut le dire, hein, ça c'est avec l'appui toujours de l'USAID qui accompagne le gouvernement du Sénégal. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'informatique, je pense qu'aujourd'hui est incontournable. Et on parle même des analphabètes du 3e millénaire. Donc, et on parle également aussi des enfants qui naissent la souris à côté, le téléphone portable à la main gauche, etc. Ah, ça, oui. Donc on est véritablement envahi et je pense que l'important, Angélique, c'est que dans ces établissements, les élèves eux-mêmes comprennent exactement qu'est-ce que ça peut apporter. Et nous allons suivre tout de suite le sujet de El Hadj Ndiaye. Pékin, une ville de la banlieue dakaroise. Nous sommes au CM Chérif Mohamedou Habib Tidjani. Ici, 39 professeurs dispensent des cours à près de 2500 élèves. Cet établissement dispose d'une salle informatique de 60 ordinateurs, tous connectés à l'Internet. Avec l'encadrement de leurs professeurs, les élèves ont tous appris à manipuler l'outil informatique. Pour entrer dans le site de l'école, on clique www.semtidjani.edu.com. On apprend à se connecter, on fait aussi des recherches, on nous apprend aussi des leçons sur l'Internet. Pour renforcer leurs cours, les enseignants utilisent ces ordinateurs qui constituent de véritables supports pédagogiques pour eux.
Depuis que nous faisons informatique, quand on regarde les statistiques, Alhamdulillah, Tidjani fait partie des établissements où les résultats sont constants. Depuis plusieurs années maintenant, on fait d'excellents résultats. Ça se ressent parce que les profs utilisent les TIC pour faire leur enseignement-apprentissage en dehors des heures de cours d'informatique. Le CM Tidjani de Pékin fait partie de 204 collèges équipés par l'USAID Éducation de base. L'Internet, la toile, cet espace virtuel dans lequel il faut vraiment se glisser avec méthode, avec stratégie. Et vous avez vu le nombre d'élèves devant l'ordinateur, comme s'il était en train de se partager du pain. Donc ça montre un peu que ça peut changer beaucoup de choses dans un établissement. C'est très futur, en tout cas, Ramata, pour ces établissements. Je crois qu'ils sont intéressés à ce qu'aiment les enfants et puis ils leur ont dit, tenez, c'est pour vous. Et en plus, c'est ça aussi, ça rend service aux enfants parce que c'est pas évident aussi. Tout le monde n'a pas un ordinateur à la maison. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment aussi une aubaine pour ces enfants de pouvoir justement taquiner cet outil qui est indispensable aujourd'hui, ne serait-ce que pour les recherches dans les études et tout. Indispensable. Voilà. Tu as tout dit. Et il faut en profiter d'ailleurs pour saluer les partenaires de l'État qui l'accompagnent vraiment dans ce domaine-là. Alors l'engouement des élèves est tel que le système éducatif quelque part a pu récupérer des heures perdues et c'est énorme. C'est pas rien. Presque, oui, ça a même permis de régler ce quantum horaire parce que des enseignants que nous avons rencontrés, des professeurs, ils ont dit, et même on va voir un peu le principal du collège, il va nous expliquer effectivement que grâce à ces salles, aujourd'hui on a compris qu'au niveau de cet établissement, les élèves viennent, ils ont l'engouement, même pendant des périodes où les gens sont supposés, évidemment avec cette crise scolaire, être dehors, les élèves viennent parce qu'ils ont envie de continuer à travailler dans la salle. C'est un peu ce que disait Ramata. Tout le monde n'a pas un ordinateur à la maison. Et donc, du coup, ils en profitent de tout ce qui découvre des choses nouvelles. Voilà, quand vous commencez déjà à exploiter certaines choses dans l'ordinateur, vous prenez goût, ça devient presque une drogue. Vous continuez à travailler sur un sujet, vous avez tout le temps besoin de faire des recherches parce que la manne de connaissances, la masse de connaissances qu'il y a dans l'ordinateur, c'est interminable. Donc tu penses tout de suite que à chaque fois, la source ne tarit jamais. Est-ce qu'ils sont encadrés par les enseignants? Est-ce qu'il y a des logiciels pédagogiques qui sont insérés dans les ordi? Effectivement, c'est des salles où presque tout est contrôlé. Évidemment, vous savez ce qu'on appelle la cybercriminalité et beaucoup de choses, on y reviendra progressivement. Les gens ont mis des garde-fous de sorte que c'est des élèves qui ne peuvent pas entrer dans certains sites. Donc c'est codé, c'est très clair, c'est bien nettoyé. Donc, c'est calé, quoi. Pas de déchets, quoi. Non, pas de déchets. Les élèves peuvent naviguer, peuvent entrer dans les réseaux sociaux, mais à chaque fois qu'il s'agit, parce qu'il faut le dire, beaucoup de jeunes fréquentent les cyber et utilisent l'ordinateur justement peut-être pour des trucs de pornographie, etc. Tout à fait, pour voir des au niveau des collèges quand même, avec l'appui de l'USAID, on reviendra ça sur la deuxième partie, les logiciels qui sont mis là-dedans. Tout est bien filtré, pour pouvoir filtrer un peu. Alors, l'engouement des élèves, on revient là-dessus. On revient sur ça. Donc, c'est des élèves qui aiment ça et les autorités nous ont expliqué effectivement que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça participe même à gérer le quantum horaire et c'est extraordinaire. Nous allons suivre le principal du collège. Voilà, il faut dire que la salle informatique occupe une place importante dans le dispositif qui est le nôtre. Et là, il faut dire d'emblée qu'on peut parler d'engouement quand on regarde un peu combien les élèves sont intéressés à la chose. Et là, il faut dire que, malgré les perturbations de l'année scolaire, la salle informatique est la seule salle qui ne désemplit pas. Autrement dit, durant toutes les heures d'informatique, il y a un nombre très réduit d'absents. Et là, c'est pour montrer vraiment combien les élèves aiment l'outil informatique. Il y a un impact de l'installation de cette salle sur effectivement la manière dont les enseignements se font. Et là, il faut peut-être donner comme exemple ce qui se fait soit en mathématiques, soit en SVT, soit par exemple en histoire et géographie. En mathématiques, par exemple, certains collègues ont souligné le fait que ça les aide beaucoup dans ce qu'on appelle la géographie dans l'espace
n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle les solides. Voilà, en SVT, vous voyez, un peu avec le dénuement, n'est-ce pas, que l'on peut constater à gauche, à droite dans les écoles. C'est pour dire un peu qu'il n'y a pas de laboratoire. Et donc, cette salle peut pallier à cette situation dans la mesure où il s'agit pour les professeurs de télécharger et, par conséquent, de prendre un raccourci par rapport à ce qu'ils voudraient montrer à leurs élèves. C'est dans ce sens qu'on peut considérer que vraiment la salle informatique au CM Tidjani est venue pour régler beaucoup de problèmes par rapport aux enseignements-apprentissages. Oui, l'apprentissage, on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Et donc, Mass, qui sont ces professeurs, ces enseignants qui donnent ces cours aux élèves? Voilà, je me réfère juste tout de suite sur la toile, ce qu'on a mis, les leçons en ligne. Vous voyez une leçon de géographie, vous pouvez voir une leçon d'études du milieu, etc. Donc chaque professeur aujourd'hui est outillé pour pouvoir utiliser la salle avec ses élèves pour l'exploitation de sa propre leçon. Évidemment, au début, il y a des salles informatiques où on a des professeurs qui sont spécialement formés et qui presque sont devenus des professeurs de TIC. Et donc, qui initient les élèves d'abord dans un premier temps pour qu'ils aient un peu le premier contact, l'environnement de l'ordinateur et comment un peu naviguer. Et maintenant, après, les vagues continuent à venir, passent par ça. Maintenant, après chaque vague qui termine par ça, commence maintenant à exploiter ces leçons avec ses professeurs. Donc, c'est les professeurs qui étaient là-bas, donc qui aujourd'hui aussi ont connu cette mutation parce qu'ils savent que... Et tu sais, l'intérêt de l'Internet dans ces écoles, c'est que les professeurs deviennent de plus en plus humbles. Il y a de l'humilité parce qu'ils n'ont plus ce capital de savoir à diriger. Donc, c'est des ressources qui sont là. Voilà. Tout à fait. Ils n'ont plus le monopole. Donc, forcément, il faut maintenant négocier son cours. C'est pourquoi on disait souvent qu'avec Internet, le savoir est démocratisé. C'est ça. Ça ne reste plus entre les mains d'une certaine élite et c'est important. Par contre, il y a une question qui me taraude vraiment l'esprit, Mass. Quand il y a des grèves, j'espère que la salle est très bien protégée, ce serait un gâchis. Oh oui, les élèves, ils comprennent quand il y a des grèves. Et même, je pense que dans ce collège, ou dans ces collèges qui sont généralement accompagnés par des partenaires, c'est rare même de voir des élèves en mouvement. Et ils l'ont dit, il y en a, parce qu'il y a des lycées qui ont ça et où la grève continue. Mais ils ont même expliqué, en fait, que pendant ces moments de grève, les élèves continuent à accompagner, donc... à venir fréquenter la salle parce qu'ils ont trouvé un engouement et ils adorent être là-bas. Parce qu'au-delà même des contenus d'enseignement, vous pouvez aussi faire de la culture générale, donc faire beaucoup de recherches. Et ça, je pense que c'est important. Donc, c'est des élèves qui deviennent de plus en plus conscients de certains outils. Et eux-mêmes, ils protègent leur salle parce qu'il y a une organisation interne qui leur permet un peu de prendre en charge beaucoup de questions. C'est un acte citoyen que de protéger la chose commune, le bien commun. C'est l'appel qu'il faut lancer aux élèves pendant ces périodes de grève. Et aux étudiants. Oui, aux étudiants. Que généralement, ces outils qu'on est en train de mettre dans ces écoles, dans ces lycées, dans ces universités, c'est pour eux. Parce que si on casse tout ça, évidemment l'État va refaire parce que c'est un peu le rôle régalien de l'État. Mais ça va prendre combien de temps? Et l'État, c'est nous. L'État, c'est vous, l'État, c'est moi. Et les partenaires sont découragés, c'est pas bien pour nous. Tu as vu la salle, comment elle est grande? On ne peut pas financer une telle salle de classe. Et tu imagines combien de lycées il y a dans ce pays. Recommencer à zéro, ce serait vraiment une perte de temps pour eux. Et combien d'élèves rêvent aujourd'hui d'avoir ce genre de salle? Donc je pense que si vous avez une aubaine comme ça, il faut s'accrocher. Massamba, merci. Merci Anne. Ramata, merci à toi. Mais nous allons vous retrouver bien évidemment. Et on n'a pas reçu notre Kenkeliba ce matin. Oh zut, oh là 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 là. Mais ya culpa. Mea culpa, c'est que j'aime pas trop partager parce que c'est tellement nerf. La tisane qui doit bouillir demain matin de très bonne heure. De très bonne heure. Tu comprends ce que je veux dire? L'anniversaire de Kenkeliba, le deuxième anniversaire de Kenkeliba qui se prépare, oui, comme il se doit. Et vous êtes tous invités à la RTS Triangle Sud pour suivre avec nous ce deuxième anniversaire de Kenkeliba. Et là, tout de suite, la revue des titres avec Abdoulaye Sinkare. Bonjour Abdoulaye, comment vas-tu? Ça va et toi?
Tu réclames ta tasse de Kinkeliba tout de suite ou après? Bon, on peut le faire après, la revue des titres. La revue des titres. Bien sûr. Lui, c'est un travailleur. Massamba, c'est un gourmand. Il passe tout son temps à réclamer sa tasse de Kinkeliba. Mais aussi, il faut le comprendre parce qu'il a trop attendu. Oui. Il n'a pas vu sa tasse, c'est pour ça qu'il a réclamé. Il a réclamé. Alors, je comprends parce que tout à l'heure, tout au long de nos entretiens, il n'arrêtait pas de décocher de petits regards sur la théière. Histoire de dire que c'est l'heure. C'est l'heure du Kinkeliba. Faut qu'il ne m'a pas raté. Hein. Absolument. Elle est bien fournie, tes quotidiens? Oui, bien sûr. Ce matin, elle est bien fournie. Elle est bien fournie, l'information plutôt. Oui, il y a un peu de tout. Hein. Eh bien, parfait. Politique, sport, société, voilà. Il y a un peu de tout. Un bon scénario, quoi. Oui, un bon scénario qui peut faire un cocktail, bon, je dirais pas explosif, mais quand même assez intéressant. Assez pour, piquant, quoi. Nos chers téléspectateurs qui nous regardent chaque matin. On va voir déjà ce qu'il y a de populaire. Oui, à la une de ce journal, le palais de justice de Dakar, cambriolage à la cour d'appel et au 6e cabinet. Des documents sensibles et l'ordinateur du juge d'instruction dérobé. Autre information à la une du populaire, Aïssata Tall Sall, victime de complot au niveau du Parti socialiste. Aïssata Tall Sall donc qui dénonce un complot dont elle serait victime. Les révélations de l'enquête. Toujours à la une de ce journal, l'affaire de vol au niveau du palais de justice de Dakar, bureau de juge visité, ordinateur volé, documents emportés. Qui a dévalisé le palais? S'interroge enquête. Des cambrioleurs hors du commun, la section de recherche activée. Le journal Enquête revient sur la visite du président Macky Sall en France, retrouvailles entre deux ex-ministres de l'Intérieur. Le journal donne par ailleurs la parole à l'ancien ministre Bakar Dia qui déclare « Les Sénégalais sont très pressés ». Et on marche au quotidien. Oui, au quotidien, bataille dans les partis pour les investitures, petit meurtre entre libéraux, le printemps des trahisons, psychose dans les partis à 72 heures du dépôt des listes. Pape Diop et compagnie officialisent leur fronde aujourd'hui. Tierno affirme « Wade a mis les hommes et les femmes de Karim ». Que se passe-t-il dans Sud Quotidien? Sud Quotidien nous parle ce matin d'environnement. Eau usée aux Parcelles Assainies, Cambérène, Fadia, plus de 100 000 personnes en danger de mort. Autre information à la une de ce journal, contre l'abrogation du découpage administratif, les populations de Bambilor occupent la rue. Et puis nous allons voir les observations de l'observateur. Oui, qui donne ce matin la parole à Adja Detiepen, 7e épouse du guide de Tiantakoun, qui parle de sa relation avec le cheikh. Le fils. Cambriolage toujours au palais de justice de Dakar, la cour d'appel et le 6e cabinet cannibalisé. Wow, c'est dur ça. Ah oui. Cannibalisé. En tout cas, c'est ce qui fait pratiquement la une de beaucoup de journaux ce matin, cette histoire de vol. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir tout à l'heure, plus largement. Oui, on est impatient de voir ce qui se trame à l'intérieur de ces articles-là, à la tribune. Bien subtil, les véhicules de l'évêque et du représentant des Mourides à Ziguinchor immobilisés plutôt, en tout 10 véhicules repris. Et Pape Diop qui prend la parole à la une de tribune et qui affirme « Parti démocratique sénégalais, j'y suis, j'y reste ». Et que révèle Walfadjri? Walfadjri met à sa une la visite du président Macky Sall en France, visite à Sarkozy. Macky ressort les dossiers de l'armée française. Relation avec Trafigura, Ibader Thiam fouille Abdoul Mbaye. Le point du jour, même si ce n'est pas l'heure de faire le point. Qui le fait plutôt sur la visite aussi du président Macky Sall en France. Macky et nos ancêtres, les Gaulois, les belles recettes du néocolonialisme. Le pays au quotidien. Le pays au quotidien. Abrogation de décrets tous azimuts. Macky Sall rompt la continuité de l'État. Visite du chef de l'État en France, ce qui fait courir Bolloré, Bourgi et Abbas Jaber. On va faire dans le populaire en Wolof. Siwel. Siwel, Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur menace de faire des déballages. Mbaye Ndiaye malmené par les députés. Une plénière explosive. Ce mercredi, toujours à la une de Siwel, Hambourg, célébration de la rencontre Serigne Saliou et Cheikh Béthio Thioune.
Kenkiliba, vous êtes en direct. Oui, interview en direct de l'avocat Hassan Diomandjaï de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme qui déclare « La déclaration de patrimoine ne sert à rien parce que... » Allez donc savoir. Revirement, total revirement. On va chausser les baskets, mettre nos godasses, comme on dit, les crampons, les culottes, les joggings. On va faire du sport pour aller au stade, voilà. Oui, et c'est pour parler du premier match de la phase aller des demi-finales de la Ligue des Champions qui s'est joué hier entre le Bayern... c'est plutôt le deuxième match qui va se jouer aujourd'hui entre Chelsea et Barça. Et Stade titre à ce propos, Ligue des Champions, demi-finale aller, Chelsea, revanchard face au tenant Barça. Et puis, le journal Stade qui donne la parole à Mamadou Koumé, président de l'Association nationale de la presse sportive. Si je devais choisir un coach étranger, ce serait Metsu. Et rappelez qu'hier, le Bayern a encore froissé oui, le Real de Madrid. Le Real, oui. 2-1, absolument. Wolf Sport. Troisième face-à-face, Yekini Balagaï, les règles fixées par le CNG. Pourquoi Balagaï numéro 2 doit arriver le premier? Ndakaru averti, Thierno Gueye dégage. C'est nos lambes. Balagaï 2, Yekini à la RTS ce soir, c'est pratiquement ce qui fait la une de plusieurs journaux. Attention, il ne faut pas qu'on nous casse nos matériels. Absolument. Ah, on y tient. Vraiment. Face à face de la dernière chance. C'est ce que titre Sunlamb. Sathiès brise le silence. Les accompagnateurs de Yekini voulaient blesser Balagaï 2. Léoto qui donne la parole ce matin à Moustapha Gueye, qui a eu à rencontrer les deux lutteurs. Tafa Gueye, l'adversaire en commun, décortique le combat. Et on pique qui là? On pique peut-être Balagaï, qui fait la une de ce journal People ce matin. À venir dans la lutte, Bala en danger de mort. C'est la question qui fait la une ce matin du journal People. Pique. Il pique avec quoi là? Les aiguilles de Ramata. Peut-être qu'on pourra le savoir ce soir avec le face-à-face avec son adversaire Yekini qui va se tenir au niveau de la RTS. Piquez-vous, mais ne nous piquez pas. Absolument. Donc, les gens n'ont qu'à être plus sportifs. Tout à fait. Que lors de la dernière rencontre au niveau de l'hôtel de la place. Oui, donc ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'ils se piquent en toute sportivité ou vive le fair play. On ne le dira jamais assez, non à la violence. On te retrouve tout à l'heure, Abdoulaye, pour le développement de tous les journaux que tu auras sans doute fini de parcourir. Inch'Allah. Allez. Il le prendra après. C'est l'heure du journal. Anne-Marie est là. Anne-Marie, tu veux bien arrêter de menacer Ramata, d'accord? Mais elle le mérite quand même. Vu, non? Oui, je suis d'accord. Alors. Les titres de cette édition, la 13e édition de la FIARA se poursuit au CICES. Cette année, l'accent est mis sur la sécurité alimentaire. Et puis, le Mali a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Cheikh Modibo Diarra, astrophysicien de renommée internationale. Il appelle déjà à la mobilisation pour faire face à la crise. Angélique, merci. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous rejoindre. Et c'est parti pour quelques 10 minutes d'information. Direction tout d'abord le CICES pour faire le point sur la FIARA, cette 13e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales semble en tout cas répondre à toutes les attentes. Un accent particulier est mis sur les denrées de première nécessité pour vaincre l'insécurité alimentaire. Youssouf Kaba. Le riz occupe une place importante à travers les expositions de la FIARA. Entre la Saïed implantée dans la vallée du fleuve Sénégal et la Sodagri dans le bassin de l'Anambé, les efforts sont énormes en matière de production risicole. Aujourd'hui, grâce aux partenaires au développement, des technologies sont mises au point pour accroître la production et améliorer la qualité. En termes de qualité, il n'y a plus de problème dans la vallée. Mais si toutefois on arrive à vraiment exploiter les superficies, le potentiel qu'il y a dans la vallée, je crois qu'il n'y aura plus de problème au niveau du riz local. Parce que maintenant, les gens en demandent. C'est un riz dont on connaît l'âge, dont on connaît la date de récolte et dont on connaît les modes d'usinage.
Hein? Les conditions sanitaires aussi, on les connaît. Le contrôle phytosanitaire aussi se fait. Ah, donc là, au moins, on a quelque chose de palpable au niveau du riz local. La Fiara, une vitrine pour un bon nombre d'exposants, accueille cette année l'agence REVA, un programme agricole qui a mis en œuvre des fermes modernes et diversifiées pour améliorer la souveraineté alimentaire. Nous avons créé des conditions où les agriculteurs insérés dans les fermes s'activent 12 mois sur 12. Donc sont capables à tout moment de se donner les moyens, en tout cas de subvenir à leurs besoins, soit par la production de cultures destinées à la vente pour avoir des revenus et maintenant faire face aux besoins alimentaires et au-delà aux autres besoins. Et par moment aussi, surtout pendant l'hivernage, mettre en place des cultures exclusivement destinées à l'autoconsommation. La Fiara, une démarche participative et citoyenne pour le développement agricole, agroalimentaire et des ressources animales, une attitude saluée par des visiteurs et pas des moindres. J'ai, dans mon programme que j'avais proposé à l'élection présidentielle, mis un accent tout particulier sur l'agriculture et surtout sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Et je considère que les travaux qui ont été faits et les progrès qui ont été réalisés sont une source d'espoir. Et j'espère que le président élu, le président Macky Sall, s'attachera à véritablement appuyer de façon conséquente tous les efforts qui sont faits en vue d'atteindre notre autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, les prémices de la révolution agricole se font sentir. L'avancée notée dans la transformation des produits en est en tout cas une illustration. La Fiara, un espace d'échange pour le meilleur de l'agriculture. Youssouf Kaba, ailleurs on cherche à relever les défis sanitaires du matériel médical vient d'être offert au district de Darou Marnane, c'est dans la région de Louga. On geste donc des fils de la localité vivant en Italie pour aider à la prise en charge sanitaire de leurs compatriotes. En politique, l'on se prépare aux élections législatives du 1er juillet prochain, un scrutin qui devrait appliquer la loi sur la parité. En prélude donc à ce vote, l'Observatoire national pour la parité a rencontré la Sénat pour le respect de ce dispositif du code électoral. Diana Badjar. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, les hommes et des femmes vont aux élections à chance égale. L'application de la loi sur la parité est une préoccupation des associations féminines. Pour s'assurer qu'elle sera effective aux élections législatives prévues le 1er juillet, les membres de l'Observatoire national pour la parité comptent sur le soutien de la Sénat. Nous avons rencontré ce premier acteur qui est la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, dans le cadre de ses missions de contrôle du processus et voir ensemble comment nous pourrions mutualiser nos efforts pour nous assurer que les dispositions paritaires qui sont dans le code électoral vont effectivement être appliquées, notamment donc la réception des listes qui est une compétence de la Sénat. La Sénat, conformément à sa mission, va veiller à l'effectivité de ce dispositif du code électoral. Tous les partis politiques sont contraints de respecter la parité absolue sur toutes les listes électorales. Nous avons donc pour nous l'obligation de nous imposer la loi avant de la faire imposer aux autres. Et nous veillerons effectivement, comme l'a rappelé la présidente, au moment de la réception des listes, que cette liste comporte bien, à peine d'irrecevabilité, je dois le préciser, la parité homme-femme, femme-homme, hein, comme l'a indiqué la loi et comme l'ont précisé les décrets d'application. L'Observatoire national pour la parité joue un rôle de suivi, de veille et d'alerte. Après la Sénat, il va s'entretenir avec les autres acteurs du processus électoral. Cette démarche de consultation, d'échange, lui permettra de voir si toutes les préoccupations des femmes sont prises en charge. Diana Badia, nous parlons toujours politique, mais cette fois-ci au Mali, pour parler de la transition politique qui se réalise. Cheikh Modibo Diarra est nommé Premier ministre. Cette
astrophysicien de renommée internationale appelle déjà à la mobilisation pour faire face à la crise que traverse le Mali et depuis quelques jours. Nous parlons toujours politique. En Égypte, à 5 jours donc de la présidentielle, la commission électorale invalide 10 candidatures, dont celle d'Omar Suleiman, ancien bras droit d'Hosni Moubarak. Les frères musulmans qui ont vu leur candidat exclure ont proposé une autre personnalité. L'électoral a confirmé, 10 candidatures sur les 23 sont définitivement écartées. Parmi les disqualifiés, Omar Suleiman, ancien chef du renseignement, et brièvement vice-président d'Hosni Moubarak. La commission a estimé qu'il n'avait pas obtenu le nombre suffisant de signatures dans l'une des 15 provinces. Mais l'équipe du proche de l'ancien Raïs rectifie. Suleiman a rassemblé bien au-delà des 30 000 signatures nécessaires. Autre candidat mis sur la touche, le salafiste Azem Abou Ismail. Raison invoquée, la nationalité de sa mère qui, depuis 2006, posséderait un passeport américain. Khairat al-Shater, le candidat des frères musulmans, est lui aussi exclu de la course. Prisonnier politique sous le régime Moubarak, il n'est sorti qu'en mars 2011. Or, la loi est claire, toute personne ayant été condamnée doit attendre 6 ans avant de retrouver ses droits civiques. Avec ces 3 favoris mis sur la touche, les cartes sont redistribuées et le champ est libre pour d'autres prétendants. Parmi eux, l'ancien chef de la Ligue arabe, Armoussa, et le dernier chef du gouvernement d'Hosni Moubarak, Ahmad Shafik. Les frères musulmans, eux, avaient anticipé la décision en présentant un candidat alternatif, Mohamed Morsi. La confrérie islamiste, première force politique du pays, reste donc dans la course. Parlons à présent sport, demi-finale de la Ligue des Champions. Le Bayern s'est imposé 2-1 face au Real en match aller. Autre donc demi-finale ce mercredi. Et le pose Chelsea au Barça. Ce sera donc aux environs de 18h45. Match à suivre sur la RTS Religion pour terminer. Ouverture le week-end dernier de la 70e édition du Dakar de Médina Gounass. Il s'agit d'une retraite spirituelle pendant 10 jours. Envoyé spécial à Mamadou Sambambo. Le Dakar, campement en langue poulard, est une retraite spirituelle en pleine brousse initiée par feu Thierno Mamadou Seydouba de Médina Gounass. Au commencement, en 1942, le Dakar était juste une retrouvaille entre le marabout et ses disciples pendant les travaux champêtres à une dizaine de kilomètres à l'est de Médina Gounass. Sorte de pause, dévotion au départ, ces retrouvailles sont devenues de vraies écoles de théologie, d'affermissement de la foi et d'ancrage dans la tariqa tijane. Le petit groupe s'est ensuite élargi et le programme du Dakar est devenu exclusivement spirituel. Le Dakar a, au fil des ans, évolué du point de vue organisationnel pour s'adapter aux besoins sans cesse grandissants de l'événement. C'est tout le sens de ces bâches visibles au Dakar depuis 2 ans. Elles permettent de prévenir les incendies récurrents du Dakar de Médina Gounass. La retraite spirituelle a tout de même gardé le même contenu et la même ferveur. Entre autres activités inscrites au programme du Dakar, s'acquitter tous et ensemble des 5 prières quotidiennes, le jeûne surérogatoire, un récital illimité de Coran, des causeries religieuses, des invocations et dévotions, rencontres et échanges de corpus de connaissances entre érudits de tous les horizons. La retraite spirituelle va durer 10 jours. Elle est dirigée par El Hadj Thierno Amadou Tidiane Ba, fils aîné et premier khalife de feu Thierno Mamadou Seydouba. Voilà, Mamadou Sambambo qui promet de revenir sur d'autres aspects de cet événement religieux à suivre sur notre antenne. Voilà, donc c'était tout pour ce rendez-vous. Je vous retrouve plus tard pour d'autres nouvelles. Rendez-vous est pris et dans un souci de poursuite de cette émission, bien sûr, nous allons nous intéresser à Kinkélé Environnement. Mais c'est quoi ces histoires de bisous là que vous partagez très matinalement? Ah oui, ça se voit. Allez, venez monsieur. Ibrahima, Massamba, ils se retrouvent ensemble. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là tout à l'heure?
Ben, il ne s'est rien passé. Ah oui? Ouais. Mais non, les caméras off, hein? Ça, c'est off the record. Ah non, Mais ça se passe à Nialo, hein? À Nialo? Voilà. Nialo, c'est chez nous, là-bas, dans le Cap-Brousse. De l'autre côté, au sud du pays. À toute la population de Cap-Brousse. C'est une façon de te dérober? Oh, ben oui. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est... Totalement. L'accent. Cap-Brousse. Ah oui, je connais tout le Sénégal. Ça rappelle Aline Sito. Aline Sito, la dame de Cap-Brousse, oui. Et toutes ces autres résistantes qui l'ont beaucoup aidé, accompagné dans sa lutte, vraiment, pour s'affranchir du colon. On a des femmes comme ça un peu partout au Sénégal, de toute façon. Allez, que Kenkeli Environnement s'intéresse. J'avais l'habitude de dire l'absent le plus présent, mais aujourd'hui, il est vraiment présent. Présent, oui. Et aujourd'hui, on se penche avec Ibrahima sur la conservation par le froid des productions dans le monde rural. Pour mettre un terme aux pertes de récoltes considérables, l'État et ses partenaires ont installé une chaîne de froid à Mbakombel, dans le département de Mbour. C'est bien ça? Dans la communauté rurale, plus précisément de Sandiara. De Sandiara. Voilà. Heureusement. Alors, il n'y avait pas de risque que je me trompe avec toi. Alors, de fait, grâce à cette chaîne de froid qui est installée à Macombel, l'approvisionnement en énergie est sécurisé et l'impact sur l'activité socio-économique réelle. Je vous propose de suivre tout de suite ce grand format. Il est réalisé par Ibrahima Diallo. Au périmètre écologique de Macombel, c'est la récolte de tomates, d'aubergines et de carottes. Jadis, après la récolte, ces femmes de la communauté rurale de Sandiara n'avaient que quelques jours pour écouler leur production, au risque bien sûr de voir les darins pourrir entre leurs mains. Le manque d'infrastructures de conservation par le froid était à l'origine des pertes de récoltes considérables notées dans le monde rural. L'année dernière, on a souffert d'un problème d'écoulement de nos produits. Nos denrées pourrissaient. Mais aujourd'hui, grâce au projet Les Greniers du Sahel implanté au bord de leurs champs par l'Agence nationale des écovillages en partenariat avec la société Iterae, ces femmes peuvent conserver sur une longue période leur production. Nous cherchons à promouvoir, disons, les Greniers du Sahel. Les Greniers du Sahel, c'est quoi? C'est juste une infrastructure qui permet de conserver les récoltes de manière durable. Et vous avez vu qu'on a mis on l'a installé juste à côté du périmètre écologique. Donc ça, c'est pour montrer aux populations qu'en fait, il y a une possibilité de conserver les récoltes de manière durable. Et donc c'est ce modèle que nous voulons reproduire à travers l'ensemble des villages du Sénégal. Cette chaîne de froid construite avec des matériaux locaux sans coût énergétique présente beaucoup d'avantages. C'est une technologie un peu comme le solaire, qui dépend des conditions climatiques. Donc on peut identifier deux principales saisons. Une saison sèche et froide et une saison chaude. D'accord ? Pendant la saison sèche et froide, le niveau de température est de l'ordre de 10 degrés dans l'enceinte, entre 10 et 15, selon le cahier des charges thermiques et de la nature des denrées qu'on va y entreposer. Pendant la saison chaude, le niveau de température est entre 15 et 20 degrés. D'accord ? Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'appuyer sur un bouton pour obtenir le niveau de température optimum pour faire de la conservation, mais c'est d'abaisser au maximum la température d'une enceinte bioclimatique avec un dispositif de refroidissement propre, sans coût énergétique, de sorte à augmenter la durée de conservation des denrées. Outre le fait que ces greniers contribuent à la sécurité d'un approvisionnement en énergie, ils présentent un impact direct sur l'activité socio-économique locale. Avant, on partait à Mbour ou à Sandiara pour brader nos produits, car on ne pouvait pas du tout les conserver. Maintenant, on peut les garder jusqu'à 3 semaines ou plus. L'importance du projet se résume par sa capacité à conserver et les denrées alimentaires et les produits halieutiques et animaliers. Désormais, on peut les stocker jusqu'au moment où on en aura besoin. En fonction des zones de production, il sera possible, si telle région produit telle denrée, telle autre, ce n'est pas possible de le faire, de faire venir ces produits dans cette région-là. Et en lissant l'offre sur le marché,
en décalant, en lissant l'offre de marché, on va pouvoir aussi donc lisser les prix. Il faut savoir qu'actuellement, toute l'offre, elle est concentrée au moment de la récolte. Les prix sont très faibles quand il y a une mise sur le marché. Et quelques temps plus tard, les prix sont multipliés. L'augmentation des revenus des producteurs et de l'épargne locale encourage l'Agence nationale des écovillages à organiser les bénéficiaires autour d'un groupement. Chaque femme qui vient pour stocker doit payer quelque chose au niveau du comité de gestion. Et au moment où les prix seront abordables au niveau du marché, ils vont vendre. Ce projet contribue au renforcement des capacités de gestion de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. À cet effet, l'Agence nationale des écovillages promet de l'élargir au monde rural. Tous les villages ici, les villages satellitaires, demain peuvent venir conserver leurs récoltes ici. Donc c'est un exemple vraiment très édifiant qu'on veut montrer aux populations en termes de conservation durable des récoltes. Et que vous allez démultiplier. Que nous avons essaimé, multiplié à travers l'ensemble des 14 000 écovillages que nous voulons construire d'ici 2020. À travers ce projet novateur, l'État vise à promouvoir ainsi un développement durable et une conservation participative de l'environnement global sur la base d'un mode de vie écologique, communautaire, solidaire et responsable. Novateur, ouais. De belles images, j'ai même envie de dire révolutionnaire pour le monde rural. Très beau reportage, très beau sujet, très belles images. Et vraiment, ce projet, il faut le dire, il vient à son heure. Oui. Ça doit coûter cher. Ça coûte cher, ça ne coûte pas cher. Vous savez, c'est une initiative locale. Bon, c'est vrai qu'elle s'est implantée au Sénégal par la société Iterae, en partenariat avec la fondation donc, Albert II de Monaco. Et vous savez, le concept a été donc, importé donc, du Niger. En tout cas, le Niger, ils sont très en avance donc, sur ce projet-là. Mais au Sénégal, c'est l'Agence nationale donc, des écovillages, donc, qui est une agence de l'État, qui se sert aujourd'hui de mettre en œuvre ce projet au Sénégal. Donc là, c'est vraiment un projet pilote, un projet test, comme on dit, donc implanté à Mbakombel. Et vous savez que c'est vraiment un milieu rural, un milieu paysan. Donc aujourd'hui, je crois que le projet porte son fruit. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne coûte pas cher. L'initiative, donc, elle est locale. Les matériaux sont locaux, c'est de l'argile, donc la paille, donc sable fin, donc vous savez que donc avec des éléments organiques. L'expertise, comme je l'ai dit, elle est locale puisqu'ils utilisent la main d'œuvre locale et pour donc la construction et pour la maintenance et pour le fonctionnement. Vous savez, donc on comprend très bien. Je vois Angélique sourire parce que je suis sûr qu'elle passe déjà au mangue de la Casamance. Ils sont en train de pourrir. Je ne parle même pas seulement des mangues, c'est vraiment tous les produits. En tout cas, malheureusement, en Casamance, vous allez à Cabrousse, vous allez, comme on appelle, à Enampor, vous allez dans les Kalonais, à Bignona. Dans la zone des Niayes. Le problème, il est là, il est réel. Je pense qu'aujourd'hui... Je pense aussi... Bon. Nous ne l'avons pas encore reçu officiellement et il faut que nous le recevions et que nous fassions une note de service qui explique un peu aux usagers et aux agents des douanes comment l'appliquer. Mais ça se fera incessamment sans doute aujourd'hui ou plus tard demain. D'accord. Alors, la douane a-t-elle commencé à appliquer ce décret? Vous avez répondu. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui changera dans le dédouanement? En gros, ça ne va pas changer grand-chose parce que le mécanisme de dédouanement est toujours le même. Maintenant, ce qui va changer, c'est que les véhicules entre 5 et 8 ans qui étaient interdits à l'importation maintenant sont autorisés. Évidemment, ces véhicules étant plus vieux ont une valeur qui est plus faible. Et comme les droits sont assis sur la valeur, évidemment, les droits sur ces véhicules seront un peu plus faibles que les droits sur les véhicules qui avaient 5 ans et moins. C'est tout ce qui va changer. Parfait. Est-ce que nous attendons là une augmentation des véhicules importés ou une hausse des recettes douanières? C'est possible. C'est possible parce que si on considère que toutes les personnes qui n'avaient pas un pouvoir d'achat leur permettant d'acheter un véhicule de moins de 5 ans, peut-être qu'il y en aura une certaine frange qui maintenant, le prix des véhicules baissant, pourront en acheter. Il est possible qu'il y ait une hausse des importations des véhicules. S'il y a une hausse des importations, corrélativement, on peut s'attendre à une hausse des recettes. Et quelque part, est-ce que ça ne risque pas de plomber un tout petit peu les recettes des concessionnaires sur place? Je ne le crois pas. C'est des personnes qui s'adressent à des marchés différents. Les personnes qui vont acheter des véhicules neufs ne vont pas acheter des véhicules d'occasion, même si on a un recyclage. Les services, les sociétés achèteront toujours des véhicules neufs. Les personnes qui ont un pouvoir d'achat suffisant
achetons toujours des véhicules neufs. Cette réglementation est censée permettre à des personnes qui maintenant ne peuvent pas acheter des véhicules à en acheter. Ces personnes maintenant ne peuvent pas acheter des véhicules neufs. Donc je ne crois pas que cela amène des problèmes par rapport aux concessionnaires et autres vendeurs de véhicules neufs. C'est vrai. C'est la question justement que j'allais poser. Ces concessionnaires et vendeurs, autres vendeurs de véhicules qui se plaignent donc d'une probable baisse de leur chiffre d'affaires. Mais il y a aussi l'autre raison évoquée. Ils soutiennent que les taxes douanières sont un peu élevées par rapport même à l'achat de ces véhicules. Que répondez-vous à cela? Par rapport à l'achat des véhicules. Ça, finalement, les taxes deviennent plus chères même que le prix du véhicule acheté. Pas du tout, c'est pas possible. Les taxes sont exprimées en pourcentage de la valeur du véhicule. Comment ils peuvent plus cher? Le cumul de l'ensemble des taxes tourne aux environs de 50%. Quand vous prenez le droit de douane, qui est le seul droit que la douane perçoit d'ailleurs, ça il faut que les gens le comprennent, le droit de douane, les prélèvements de l'UEMOA, la TVA et la taxe de mutation, si vous les mettez ensemble, ça tourne aux environs de 50%. 50% de la valeur, c'est toujours moins cher que la valeur. Mais ça reste énorme quand même. Et il faut que les gens comprennent que ce ne sont pas des taxes sénégalaises. Dans tous les pays de l'UEMOA, ce sont ces mêmes taxes qui sont payées. Qui sont appliquées. Qui sont appliquées. C'est le tarif extérieur commun qui dépend de l'UEMOA. Le Sénégal n'a pas de prise dessus. Il ne peut pas les baisser. Si le Sénégal veut les baisser, il faudra qu'il aille à l'UEMOA négocier et démontrer à ses partenaires de l'UEMOA que cette baisse est normale. Donc c'est au niveau régional que cela se joue. C'est au niveau régional et c'est un niveau de taxe qui est appliqué à une bonne partie des produits. Donc on s'en émeut pour les véhicules, mais c'est un niveau de taxe qui est appliqué à une bonne partie de produits importés. Alors, M. Mbengue, est-ce que cette nouvelle réglementation ne va pas accroître les embouteillages et la pollution à Dakar avec les véhicules de 5 à 8 ans, conséquence? Ça dépend. Moi, je préfère être plutôt optimiste en me disant que tous ceux qui maintenant ne peuvent pas acheter des véhicules parce que la limite de 5 ans est bloquée et qui sont en train de rafistoler leurs vieux véhicules à bout de ficelle pour pouvoir rouler avec, j'espère qu'ils vont acheter des véhicules de 5 à 8 ans et mettre définitivement au rebut les vieux véhicules qui encombrent la ville. Donc je préfère plutôt penser de cette façon que de penser que nous aurons tellement de véhicules qu'on aura des embouteillages. Mais un véhicule de 8 ans, ce n'est pas du neuf non plus, hein? C'est mieux qu'un véhicule de 15 ans. Parce que quand on voit le parc automobile, on voit des véhicules qui sont vraiment âgés. Et que les gens, ne pouvant pas acheter peut-être de nouveaux véhicules, sont obligés, à coût de réparation plus ou moins bonne, à faire rafistoler et à rouler avec. Vous avez une idée, apparemment, disons une idée de l'âge des véhicules généralement importés ici au Sénégal? Mais pour l'instant, l'âge des véhicules de tourisme ne dépasse pas 5 ans. Ne peut pas dépasser 5 ans, ce n'est pas permis. Avec l'application du nouveau décret, cet âge va être remonté à 8 ans, mais ça s'arrête là. Au-delà de 8 ans, aucun véhicule ne peut normalement entrer au Sénégal, sauf de dérogations particulières qui concernent les diplomates. Seuls eux peuvent venir au Sénégal quand ils sont affectés ici, avec leur véhicule personnel, qui a plus de 8 ans. Et comment vous parvenez à reconnaître tout cela? C'est à partir des papiers que vous connaissez vraiment que ces véhicules ont fait 5 ans. Il n'y a pas de trafic parfois sur les papiers, non? C'est pas possible? Il y a toujours des tentatives de trafic, mais vous savez, on a d'autres moyens de retrouver l'âge du véhicule à partir de son numéro de châssis. Vous travaillez avec Interpol? Oui. Il semble qu'on souligne souvent le cas de véhicules volés. Pour importer un véhicule au Sénégal, on est obligé d'avoir une attestation de ce qu'on appelle ici le Bureau central national, qui est le correspondant de l'Interpol à Dakar, qui démontre que le véhicule n'est pas signalé volé. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'Interpol ne peut savoir que les véhicules qu'on a signalés volés quelque part dans une police dans le monde. Si le véhicule est signalé volé quelque part, c'est dans la base de données Interpol, et l'antenne de la police ici, qui est correspondant de l'Interpol, à cette base de données. Et dernièrement, ils nous auront accès à cette base de données et nous pouvons vérifier si un véhicule est signalé volé ou non. Maintenant, si le véhicule n'est pas signalé volé, nous ne pouvons pas le savoir. Donc l'application du décret, c'est aujourd'hui ou demain? Oui, j'espère bien. Plus tard, aujourd'hui ou demain. Et comment vous l'appréciez au niveau de la douane? À la douane, nous n'avons pas d'état d'âme. Nous appliquons les textes quand elles nous arrivent.
Quand on demande notre avis avant de prendre les textes, nous le donnons, mais dès que les textes sont pris, nous les appliquons sans aucun état d'âme. Comme de bons soldats, mais de l'économie. Comme de bons soldats. La loi, on l'applique, mais il n'y a pas une sensibilisation pour que les gens comprennent, non? Ben, sans doute. Sauf que cette loi, elle est relativement claire. Hein. C'est seulement les véhicules. Et puis, c'est seulement 2 catégories de véhicules qui ont vu leur limite d'âge changer. Les autres catégories de véhicules ont gardé la même limite d'âge. C'est seulement les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires d'un poids total en charge qui ne dépasse pas 3 tonnes 500. Ce sont ces 2 types de véhicules qui ont vu leur limite d'âge passer de 5 à 8 ans. Mais pour les autres catégories de véhicules, la limite d'âge qui existait est maintenue. Okay. Lorsque cette mesure était appliquée, est-ce que vous aviez senti un certain freinage des activités au niveau de la douane? Des importations de véhicules, oui. Au début, il y a eu une grosse baisse des importations de véhicules parce qu'avant, quand même, nous recevions beaucoup de véhicules. Mais peut-être 2 ou 3 ans après, la tendance est un peu inversée parce que nous avons commencé à recevoir beaucoup de véhicules neufs. Il se trouve aussi que c'est pendant ce temps que le segment des véhicules, je ne dirais pas bas de gamme, mais d'une valeur inférieure, a commencé à arriver. Et donc, l'un dans l'autre, ça a fait l'effet d'une compensation. M. Mbengue, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Ousmane Mbengue, directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, le prétexte nouveau décret qui porte désormais l'importation de véhicules de 5 à 8 ans. Merci messieurs. Un petit coucou là à nos partenaires. am la mooy sama bànneex yow aja sama petit taamu sa melukaan moo may daane sa nooyaay moo may bégloo aja sama petit ma gënal li ci xeet bi neex a neex li ci jaf ko bët bi salit loo la 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 bër aja yow laa tàmm sama ndekki bër aja mëne fu ne bonus bu 150% jëm ci opérateur bu leen neex ci bépp recharge lu kenn mësut a gis bi bonus xewee ba léegi Tigo may na leen tey 150% bonus maanaam bu ngeen jëndee ñaari téeméer am juróomi téeméer crédit bu leen xaarati daw leen gaaw xewlu ci bonus bu amul fenn Tigo rekk la am bonus boobu nag mënu ngeen ci yónnee. Tigo, exprimez-vous. Après cette courte pause, nous retrouvons notre deuxième invité. Il s'agit de Monsieur Boubacar Seye. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Boubacar Seye est le président d'Horizon Sans Frontières. Le président, c'est bien ça? Effectivement. Parfait, d'Horizon Sans Frontières. Ce vendredi, à l'UCAD, l'association organise une cérémonie de don de sang, Pape Mati. Et merci Angélique. Alors, M. Seye, pourquoi donc l'organisation de cette cérémonie de sang ce vendredi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Le choix de l'UCAD. Bonjour. Monsieur Mali et Angélique, bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Et tout à l'heure, vous savez quoi, l'invité m'a fait une remarque, il m'a dit, la dame ne m'a pas donné une tasse de quinquilibre. C'est vraiment pas gentil avec des invités. J'ai compris. Bon, voilà, c'était le même. Elle n'est pas sympa. Bon, on ne fera pas deux fois le même reproche. Il n'y a pas de souci, Donc, alors, M. Seye, donc, vous organisez cette cérémonie ce vendredi, après-demain, bien entendu, à l'UCAD. Pourquoi vous avez choisi l'université
l'université pour organiser cette cérémonie? L'université, peut-être pour la simple raison que c'est un temple de savoir. Et dans le cadre de nos activités sociales et humanitaires, puisque nous sommes une organisation humanitaire et sociale, alors peut-être le cadre serait beaucoup plus réceptif. Et moi, en tant qu'enseignant, peut-être c'est l'occasion pour moi de retourner dans mon milieu, et en espérant avoir une mobilisation totale pour réussir effectivement cette journée. C'est vrai que les étudiants sont nos amis, il y a une sensibilisation, sinon... Tout à fait, oui. On a commencé la sensibilisation depuis qu'on est là. Donc, on espère qu'effectivement, ce vendredi, les gens vont se mobiliser. Alors, la destination de ce stock de sang, ce sera pour... Le centre de transfusion sanguine, donc on le fait en collaboration avec le centre de transfusion sanguine. C'est vrai qu'ils sont souvent en rupture. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous, aujourd'hui, pour notre première sortie, on ne pouvait pas trouver mieux que ça. Donc, on a décidé effectivement que ça soit une cérémonie de don de sang. Et il n'y a pas plus noble que ça et plus digne que ça. C'est un acte citoyen. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas donner mieux que son sang. Alors... je pense que c'est vraiment sympa. C'est citoyen, ça va au-delà de la citoyenneté, ça sauve des vies. Alors nous demandons à nos chers amis étudiants de venir en masse, donner de leur sang, c'est un engagement. Je sais qu'il y a beaucoup, ils n'ont pas tellement le temps compte tenu des révisions des cours, mais je pense qu'ils prendront un peu de leur temps. Mais moi, je pense qu'aussi, même au-delà des étudiants, nous demandons à tout le monde, parce que nous sommes Horizon sans frontières, donc nous demandons aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de frontières, c'est un don de sang sans frontières. Nous demandons à toute la population sénégalaise, aux étrangers, parce que nous, on parle de l'immigration en général. Donc, voilà, Horizon sans frontières, c'est effectivement. Quoi, donc, Horizon sans frontières, aujourd'hui, parlant de globalisation, de mondialisation, donc nous, on a voulu effectivement mettre une structure pour concrétiser ce concept aujourd'hui. Horizon sans frontières est l'initiative d'un groupe de personnes, alors de nationalités diverses, aujourd'hui, qui travaillent une idée avec l'unique et clair objectif d'être un lien de concorde entre les peuples, indépendamment de leur ethnie, de leur nationalité, de leur langue, de leur croyance philosophique ou religieuse. Une belle intégration. Effectivement. Donc nous, ce que nous prenons effectivement, c'est l'intégration. Et on préconise avec Horizon sans frontières que les barrières soient aujourd'hui enlevées pour que l'immigrant puisse être intégré, pour que l'immigrant puisse être considéré comme un être humain. Vous savez que sur cette question, il y a eu beaucoup d'ignorance, il y a eu beaucoup de confusion et parfois même des simplifications très affligeantes. Donc nous, en tant qu'immigrants, en tant qu'acteurs au sein même de cette immigration, et conscients du fait qu'aujourd'hui, une immigration bien gérée peut être un facteur de lutte contre le sous-développement, conscients du fait qu'aujourd'hui, on apporte des valeurs ajoutées auxquelles le monde occidental ne peut plus se passer, donc on a décidé aujourd'hui de nous organiser. Parce que parlant de l'immigration en général, nous sommes 214 millions d'immigrants à travers le monde. C'est énorme. C'est une planète, ça. Effectivement. Donc, l'association est née où L'association est née en Espagne. Mais aujourd'hui, on a voulu internationaliser aujourd'hui le débat et relancer aujourd'hui le débat sur les flux migratoires. Et l'association aujourd'hui est présente pratiquement dans tous les pays européens, au Canada, aux États-Unis et même en Afrique. On a des cellules et des coordinateurs. Donc nous, on veut étendre aujourd'hui Horizon sans frontières à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'initiative et l'impulsion viennent de nous-mêmes. Nous, on ne veut plus d'intermédiaires dans le monde de l'immigration. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Le monde de l'immigration est très foudroyé par la crise économique. Les immigrants sont laissés à eux-mêmes, alors que nous sommes un facteur d'équilibre social économique. Donc, il faudrait qu'on soit impliqués aux décisions nous concernant. Donc, nous, c'est une prise de conscience que nous avons fait pour nous prendre nous-mêmes en charge. Aujourd'hui, Horizon sans frontières, c'est l'initiative des immigrants eux-mêmes. Parce que Je sais que cette interpellation s'adresse aux gouvernants des pays d'origine ou là où ils résident, ces immigrants. Non, mais à tout le monde. On est en tournée africaine pour sensibiliser la population africaine. Aussi nos autorités. Des cibles particulières. Vous avez des cibles particulières?
non, tout le monde. C'est-à-dire qu'on veut l'implication de tout le monde dans l'élaboration de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, les acteurs, c'est nous-mêmes. Ouais. Alors, il faudrait qu'on ait... Si vous voyez ce qui s'est passé tout récemment en France, aujourd'hui, il y a amalgamé aujourd'hui entre islam et immigration. C'est des erreurs. C'est des erreurs, effectivement. Donc, si on ne fait rien... Bon, vous avez vu aussi ce qui s'est passé en Italie. Il y a eu, en Espagne aussi, c'est des phénomènes qui sont devenus récurrents à travers le monde. Il y a eu des assassinats, il y a eu beaucoup d'abus. Donc, nous, on s'est dit non, il faudrait que ça cesse. Donc, il faudrait que les gouvernements, effectivement, africains, nous soutiennent diplomatiquement, afin qu'on puisse nous attaquer aux institutions internationales pour que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter, par exemple, les dérives de Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy n'est pas un citoyen lambda. Et alors, la France pèse beaucoup sur l'échiquier politique. Vous disposez, entre autres, de quels moyens? On vient de commencer. On est sur la phase embryonnaire. Aujourd'hui, on compte sur l'élaboration de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Que ce soit en Europe, aux États-Unis et partout même. Et si vous voyez ce qui s'est passé tout récemment en Mauritanie, donc c'est l'occasion de relancer le débat aujourd'hui. Parce que l'immigration, ce n'est pas seulement le rapport nord-sud. Il y a aussi, si vous voyez la répartition de ces 214 millions, effectivement, les gens font beaucoup d'erreurs sur les chiffres. Et nous, on est là aujourd'hui pour apporter un éclaircissement. Parce qu'on on fantasme sur les chiffres en parlant d'évasion du sud, d'évasion du nord par le sud pauvre. Mais en réalité, vu la composition de ces 214 millions, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. Donc, je sais, en revendiquant ces droits, il y a aussi ces devoirs. Mais parfois, pour parler tout simplement de cette immigration, parfois on va dire que cette immigration ne se fait pas dans les règles de l'art. Je pense qu'il y a aussi problème à partir de là. Je pense que tout ça mérite aussi d'être posé sur la table comme débat. Oui, tout cela mérite d'être posé, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est là aujourd'hui pour relancer le débat. Sur le plan international. Et on est sur la phase pré-forum et on compte organiser la première édition d'un forum international sur les flux migratoires. Et la première édition à Dakar pour la simple raison que le Sénégal est une terre d'émigration. Et l'autre raison, nous sommes Sénégalais, on va commencer par chez nous pour qu'on nous assiste, pour qu'on nous oriente et pour qu'on nous aide aussi dans l'élaboration de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, il y a problème. Il y a problème. Donc, il faudrait qu'on s'organise davantage. Et il faudrait qu'on nous aide aussi. Donc, il faudrait qu'on nous aide au niveau du Sénégal, que les autorités nous aident. J'espère qu'ils nous écoutent. Le message est bien lancé et nous sommes persuadés qu'il est bien entendu, n'est-ce pas? En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Pape Madi, si tu n'as pas d'autres questions, non? Sinon, souhaitez bonne chance. La première activité à Dakar, ce sera quand? Le vendredi. Le vendredi 20. Après, je veux dire qu'après cette cérémonie de don, vous avez une autre activité en perspective? Oui, on pense effectivement organiser d'autres activités allant dans le sens de nos activités sociales. Par exemple, l'exemple aujourd'hui d'une banque alimentaire pour aider des gens. Donc, on passe à beaucoup de choses. Aussi, le lancement des grands projets, parce qu'on est venu aussi avec de grands projets à volet social. Vivement que vous ayez les moyens de lancer ces grands projets et de tous les réaliser au profit des populations. Nous vous remercions beaucoup, M. Boubacar Seye, président de Horizon sans frontières. C'est moi qui vous remercie. Merci, et messieurs. Et là, tout de suite, une courte pause. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. duñu xeex duñu sànni xeer dañuy teg lu leer ba pare kenn du mer ñooñu ànd ak dal Sénégal jëm kanam lépp lu bon gaay nañ ko teg na leen amul son amul baay ñun ñëpp voté téye suñu carte électeur
Sandy Jolly Fale. But I had a dream. Senegal, West Africa. I had a dream. I had a dream. Amul Pai, Amul Seral. And I made history. I had a dream. Do you have, do you Sandy Khel? I had a dream. Sandy Land Cup. I had a dream. Senegal, jump come. Now the dream is real to me. I'm on a been against Lipper nice, lipper chill, lipper set. Martin Luther King, Denver nekk king. Nekk du fi me ba léegi dañ koy feel. Léegi xam ngeen lan moo ñu dese. Def lu baax ak gëm-gëm kese. Mun nga rey kuy génn. Waaye doo mësa rey suñu génn. I had a dream. Senegal, West Africa. I had a dream. I had a dream. Amul bay, amul seral. And I made history. I had a dream. Yeah, I had a dream. I had a dream. Now the dream is real to me. Yeah. We have to win, and we're gonna win. Yeah, we shall overcome. Yeah. Mun nga rey kuy gént. Waaye doo mësa rey géntam. It's forever. You can kill the dreamer, but you can't kill the dream. Yeah. I had a dream. Senegal, West Africa. I had a dream. I made history. I had a dream. I had a dream. It's real to me. I had a dream. In the middle of the night, when I was fast asleep, it was revealed to me. I made history. I had a dream. 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 Now the dream is real to me. I repeat, we shall overcome. C'était donc là le clip du jour avec de grandes figures bien sûr que vous avez pu voir tels Martin Luther King, Nelson Mandela et autres. Là nous retrouvons tout de suite Kenkele Environnement. Pour la deuxième partie de Kenkele Environnement, nous nous penchons vraiment sur une problématique des temps modernes, l'érosion côtière et précisément dans le delta du Saloum. Le phénomène cause beaucoup de dégâts, aussi bien au niveau des infrastructures qu'au niveau des équipements socio-économiques. Suivez ce grand format, il est signé naturellement Ibrahima Diallo. Cette maison, ou du moins ce qui en reste, a été construite en 1973. Le phénomène de l'érosion côtière qui frappe cette localité n'a pas épargné ses habitants. Cette maison m'appartient. Lorsque je la construisais, le niveau de la mer était à plus de 100 mètres de la concession. Entre nous et la mer, il y avait une palmeraie. Après la palmeraie, c'était du sable. L'avancée de la mer a emporté sur son passage beaucoup d'infrastructures et d'équipements socio-économiques dans la communauté rurale de Palmarin. L'avance accélérée de la mer nous inquiète beaucoup. Rien que cette année, la mer a avancé de plus de 5 mètres. Ces paillotes ont été déplacées 3 fois de suite cette année. J'étais à Djakhalnor le jour de son engloutissement par la mer. Notre maison était si proche qu'on se lavait les mains dans la mer après avoir mangé. Aujourd'hui, elle est sous les eaux. Comme Djakhalnor, Differ regrette aujourd'hui son ex-usine d'extraction du titane et de conditionnement de poissons destinée à l'exportation, aujourd'hui sous les eaux. Le débarcadère de Differ, véritable poumon économique du village, a été déplacé aux grandes dames des populations qui vivaient de la pêche. Au-delà des cas de Differ et de Djakhalnor, c'est l'ensemble des îles du Saloum qui est menacé. La mer ne veut nous rejoindre. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est l'inquiétude et la terreur. Nous n'avons pas les moyens de le résoudre. Nous demandons le secours de l'État.
ou les ministères concernés pour venir nous assister. Sinon, d'ici peu des années, le village de Palmarin va disparaître pour rien. D'après les études que nous avons menées, de 1954 à 2002, corroborées par d'autres études, montrent que la mer a avancé sur le continent de 130 mètres. 2 à 4 mètres en moyenne sont perdus par an sur le trait de côte. Cette fragilisation explique la pertinence du choix de cette communauté rurale de Palmarin d'abriter le projet pilote de renforcement de la capacité d'adaptation au changement climatique des communautés. Ce projet vise à promouvoir les efforts collectifs par la réalisation d'activités conduisant au renforcement de la capacité d'adaptation au changement et à la variabilité du climat à long terme. Aujourd'hui, le projet ACCC mène des activités en matière d'adaptation biologique pour lutter contre l'avancée de la mer. Dans le cadre des perspectives, il faut coupler la lutte biologique à la lutte mécanique. Poursuivant l'adaptation biologique, c'est des activités de reboisement, mais pour l'adaptation mécanique, il faut mettre des ouvrages au niveau des points de faiblesse que nous avons identifiés le long du littoral pour atténuer les effets de la houle et des vagues sur le littoral, pour concourir à stabiliser cette frange côtière. Les activités ont porté sur la mise en place d'un comité local d'information et de suivi qui sert de relais pour accompagner les activités du projet sur les différents sites. À cet effet, une importante activité de reboisement est menée. Elle porte essentiellement sur la mangrove et le cordon littoral. On veut par exemple faire un reboisement de filao tout le long de Ngalou jusqu'à Djifer, vraiment pour atténuer vraiment l'avancée de la mer. Il faut planter des arbres pour fixer le sol et ainsi ralentir l'avancée de la mer. Nous sommes mobilisés pendant l'hivernage. L'année dernière, nous avons passé une journée entière sous la pluie à planter des arbres. Ces avantages durables des écosystèmes de la zone méritent d'être pérennisés. Ainsi, la systématisation des études d'impact environnemental et le respect des plans d'occupation des sols tels que préconisés par la loi littorale en voie de promulgation s'impose. Ce dispositif d'ordre réglementaire et législatif aidera sans nul doute à prévenir les effets néfastes des changements climatiques sur les infrastructures et équipements. L'érosion côtière, donc ce fléau des temps modernes, surtout sous nos cieux, ça ravage énormément de côtes, des kilomètres de côtes, quand on sait que ces côtes sont extrêmement utiles au tourisme. Malheureusement, vous savez, il y a une étude de la Banque mondiale qui montre que chaque année, l'océan progresse de 2 mètres vers le continent. Donc il faut vite agir. Alors que l'année dernière, donc, cette progression a été de 10 mètres. C'est énorme, il faut agir vite et c'est un casse-tête finalement. Un véritable casse-tête pour les populations locales, un véritable casse-tête pour les équipements, donc comme je l'ai montré, et comme infrastructures socio-économiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu quand même pour le pouvoir public, parce que vraiment, il est du ressort des pouvoirs publics aujourd'hui de stopper l'avancée de la mer par des initiatives également étatiques, mais également par des initiatives communautaires, locales, que je pense que l'État se doit aujourd'hui de les accompagner dans ces genres d'initiatives, comme on l'a si bien Ces populations qui ne croisent pas du tout les bras, c'est important. Parce que vous savez que dans cette zone-là, le delta du Saloum, c'est une zone touristique. Aujourd'hui, la disparition de comme on appelle de la zone signifie également la disparition, en tout cas aujourd'hui, de cette activité touristique. Quand on sait que le tourisme, c'est l'un des secteurs, après la pêche, je crois, qui fait entrer le plus de devises dans ce pays-là. Et ça, je crois que, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, donc c'est vraiment une deuxième source donc, de revenus pour l'État du Sénégal. Aujourd'hui, c'est le Sénégal s'étend sur combien de kilomètres de côte? Près de 700 km de côte, dont 400 en Casamance, je crois. Voilà. Il y a le littoral, il y a comme on appelle la petite côte, il y a également comme on appelle en Casamance. Je pense que c'est le lieu vraiment de protéger vraiment nos côtes. Je pense qu'il faut saluer ces genres d'initiatives-là et il faut peut-être même, comme on appelle, les démultiplier vraiment à tous les niveaux aujourd'hui pour arriver peut-être à un résultat probant.
le plaidoyer n'est pas suffisant, mais on reviendra bien sûr sur ces éléments, sans doute à travers nos éditions. C'est l'idée également de le signer, tourné par l'équipe du ministère de l'Environnement. Et tu vas passer tout ton temps à remercier, mais ils font le travail, Ibrahima. Mais c'est vrai que c'est un Allez, on les encourage, on les encourage, on les encourage. Merci et on retrouve tout de suite Massamba dans Kinkili Éducation. Massamba va devoir prendre son sauver l'année scolaire. Et puis présidentielle en Égypte, la commission électorale invalide 10 candidatures, dont celle d'Oumar Souleyman, ex-collaborateur du président Hosni Moubarak. Angélique, merci, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre et c'est reparti pour quelques 10 minutes d'information. Vous l'avez entendu, la crise scolaire toujours à la une de l'actualité nationale. Elle annonce hier par des étudiants d'une année blanche perturbe le système. Des appels sont lancés ça et là pour éviter le pire. Le ministre de l'Éducation, Ibrahima Sall, qui vient de prendre fonction, appelle à un sursaut national pour sauver l'année scolaire. Affaire donc à suivre. Autre sujet, les pays pauvres sont en train de devenir une grande cheminée. C'est pour dire qu'on y fume de plus en plus et de plus en plus jeunes. Donc c'est le constat fait lors de l'atelier organisé à l'intention des acteurs anti-tabac qui se termine ce mercredi. Omar Diawa. Cet atelier de formation regroupe un très large éventail d'acteurs anti-tabac. Toutes les associations de lutte regroupées au sein de la Ligue sénégalaise contre le tabac sont là pour se pencher sur un produit toxique qui gagne du terrain en Afrique. 83% du tabac qui a été fumé dans le monde a été fumé dans les pays à faible revenu. Alors, si nous ne faisons rien, la situation ne peut qu'empirer. Les fabricants de tabac se tournent de plus en plus vers les pays pauvres, assombrissant ainsi l'horizon sanitaire. Au plan médical, il est établi que le tabac est une drogue. Le tabac est une drogue que nous devons combattre. Et maintenant, nous parlons même d'épidémie pédiatrique. Parce que le tabac, non seulement a laissé la sphère des adultes, mais même et des femmes. Maintenant, le tabac est entré dans les écoles.